Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On est en plein premier tour des playoffs NBA, donc vous avez l'habitude de nous retrouver pour votre double dose d'actualité NBA sous format podcast avec votre premier épisode qui a lieu donc en ce mardi matin, vous qui nous écoutez. J'ai plaisir de retrouver mon partenaire, ça faisait déjà un bon moment qu'on n'avait pas fait de podcast ensemble, en tout cas de N1 traditionnel. Je retrouve Cédric, comment vas-tu ? Salut tout le monde, je suis de retour. Après un petit tour à Paris, j'étais au Grand Rex et hop, me voilà prêt dispo pour ces playoffs qui sentent la poudre là. Ben oui, Commence à avoir des résultats. on Commence a, à... on n'a pas encore échangé tous les deux autour de ce premier tour. La semaine dernière, c'était Yannick qui t'avait remplacé. Et donc, bah voilà, tu es de retour. On va pouvoir échanger sur certaines séries du premier tour avec déjà une belle avancée dans le déroulé. Même certaines équipes qui ont déjà terminé, mais c'est pas nécessairement de ces franchises-là dont on va parler aujourd'hui. On va s'intéresser aux équipes qui sont toujours en course. C'est ça, ouais. On reviendra sur les équipes éliminées, tout ça plus tard. Ouais. Là, on va se concentrer sur les séries où il y a encore du suspense, où il peut encore se passer des choses. Et il y a déjà de quoi faire. Tout à fait. Donc, on va pas perdre plus de temps que ça. On va attaquer tout de suite. Juste avant, on vous rappelle alors, l'application TFA, le site internet pour retrouver toutes les actus, tous les articles, évidemment, les réseaux sociaux. Hein. Vous connaissez maintenant pour nous retrouver, pour suivre l'actualité NBA, mais pas que, au quotidien. Allez, on Et y le va. Discord, si Et vous le voulez Discord, bien sûr. discuter avec les gars de l'équipe. Il n'y a pas de problème. Donc, vous retrouvez tous les liens sur les réseaux de The Free Agent, là, même en lien sur vos plateformes de podcast, vous aurez certainement le lien du Discord. Allez, on y va, Cédric, on perd pas de temps. Premier tour des playoffs qui se poursuivent. On va aborder 4 séries en particulier. Et évidemment, je veux démarrer avec toi autour de la série entre les Celtics de Boston et le Heat de Miami. On n'a pas eu donc l'occasion encore de parler de cette équipe de Boston et de cette confrontation en particulier. Alors, toujours pareil comme la semaine dernière, à l'heure où on tourne, nous, lundi après-midi, nous n'avons pas eu le résultat du match 4 qui a lieu dans la nuit de lundi à mardi, donc à l'heure où nous tournons. Cédric, pour l'instant, Boston mène 2-1 après avoir été arraché le troisième match du côté de la Floride. C'est ça, on a évité le pire. On s'est fait surprendre au match 2. Miami nous a sorti une réussite historique pour la franchise avec des tirs à 3 points venus de nulle part. Donc, ils sont venus chez nous prendre le match 2. Mais on a bien réagi, on a fait quelques ajustements, on a mis surtout beaucoup plus d'intensité et beaucoup plus de concentration sur le terrain. Et on a explosé le hit au match 3 sans sourciller. Donc, on veut, garçon, la même chose pour le match 4, on va dire. C'est ça. Moi, la question que je voulais voir avec toi, donc lors du match 1, donc qu'on avait vu qu'il y a maintenant quelques jours de ça, quand même, on a vu Boston qui avait attaqué d'entrée, il y a vu 14-2, je crois, quelque chose comme ça pour entamer le match, et l'équipe de Boston avait vraiment dominé la rencontre. Il y avait eu un petit retour en fin de match, on va dire, mais en faux semblant peut-être de cette équipe du Heat. Tu en as parlé du 2 et du 3, mais en ayant vu le résultat du match 2, est-ce que pour toi, c'est une erreur de parcours, comme tu l'as dit, une adresse insolente de cette équipe du Heat, en particulier Tyler Herro, qui avait été très chaud dans ce match-là. Donc, erreur de parcours ou ça peut cacher des mots un petit peu plus profonds pour cette équipe de Boston? Bah, c'est pas des mots profonds, c'est des mots qui existent depuis que les Jets sont là. C'est-à-dire que Mmh. on a toujours tendance par moment à prendre les gens de haut et se dire: «Oh, c'est bon, de toute façon, on les a explosés, donc on va gagner facilement le match 2». Comme tu l'as dit, la remontée en fin de premier match était vraiment un signal d'alarme, en fait. C'est-à-dire Ok. que, Spoelstra est en train de mettre des choses en place. Spoelstra va faire des ajustements et c'est ce qu'on a vu sur le match 2 et toujours on ne laisse pas un joueur NBA seul à 3 points, je suis désolé. Il y a un moment, il faut défendre et faut se mettre devant au minimum, quoi. Et parce que là, c'était indécent, quoi. Donc bravo au Miami qui encore une fois prouve, tu vois, par l'abnégation, le travail et la persévérance qu'on peut renverser des montagnes en NBA et c'est ce Ouais. qu'on aime. Mais, mais voilà, si Boston est concentré, il y a pas de série, quoi. Enfin, tu vois, mais c'est un grand classique de Boston. Pour moi, ça me surprend pas. Malheureusement, je vais dire, tu vois, après,
j'aurais préféré que ce soit pas comme ça, Ouais. mais voilà. Après, le problème de Miami, c'est qu'il y a trop d'absents pour eux, quoi. Tu On quatre sent, on 4 sent, joueurs blessés, ouais. enfin, tu pas de meneur de jeu, tu es obligé de mettre Tyler Herro en meneur, enfin, ils jouent contre, enfin, ils font avec ce qu'ils peuvent, quoi, en fait. C'est vraiment, Mais bon, au bout d'un moment, on peut toujours dire oui, Spoelstra le magicien, il va aller te sortir un mec du bout du banc, il va te sortir un ajustement défensif, tout ce que tu veux, mais après, au bout d'un moment, la marche semble trop haute. Tu vois. Alors peut-être que ouais. pour vous qui nous écoutez, il y aura 2-2 demain matin, et bon, bah voilà. Mais même au-delà de ça, sur la longueur de la série, ça paraît quand même totalement improbable euh, de voir cette équipe du Heat arriver encore 3 fois à surprendre cette équipe de Boston. Tu vois. Ouais, non, c'est vraiment, mais après, ouais, 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 enfin, les matchs de playoff entre Boston et Miami sont vraiment bizarres Mhm. parce que sur les 7 dernières confrontations, Boston, les 7 derniers matchs à Miami, Boston a été gagné 6 matchs. Ok. Et inversement, Miami va gagner au TD Garden aussi. Ils ont gagné 5 matchs au TD Garden. Donc c'est une série où il y a pas d'avantage de terrain, où chaque match reste unique et peu importe où tu es en fait, peu- voilà, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre, quoi. Donc Boston peut très bien avoir gagné le 4e match et Miami peut très bien gagner le 5e match. En fait, c'est ça que je veux dire, quoi. Tu vois, Oui, oui, en fait, chaque match a son identité ouais, et ouais. c'est la lecture sur la longueur est compliquée à envisager, en tout cas. Bah, si Boston reste concentré, si Kristaps met de l'intensité au rebond et en défense, Mhm. voilà, une fois que tu as bloqué Bam Adebayo et que Derek White et Jrue s'occupent de Tyler Herro, malheureusement pour Miami, ils ont des bons joueurs, hein. Enfin, je dis pas que c'est des cancres non plus, mais Ouais, ouais. malheureusement, ils ont pas le niveau, ce niveau-là, quoi, en fait, quoi. Il y avait une décla de, je crois que c'est Jason Tatum qui l'avait sorti, je crois que tu l'as relayé sur tes réseaux, qui parlait qu'au-delà du talent intrinsèque de cette équipe de Boston, il fallait mettre les ingrédients en fait pour faire en sorte que cette équipe soit respectée et que cette équipe, on se dise bon bah voilà, on sait que cette équipe a du talent, on sait que les individualités sont là, mais si on est hargneux, si on met l'agressivité, si on met les ingrédients autour de l'envie, d'un jeu établi, d'un jeu réfléchi, bon, bah là, qui peut nous arrêter? C'est pas la C'est décla ça, exacte, mais en tout cas, dans l'idée, c'était quelque chose comme ça qu'il fallait. Il fallait pour cette équipe de Boston qu'on mette de côté le talent et qu'on arrive avec l'envie de vouloir tous les soirs dominer sur le parquet. c'est ça, l'instinct du tueur, la dureté, mais c'est comme ça qu'on devient, enfin, qu'on passe les étapes, quoi, tu vois? Donc il serait temps qu'ils s'en rendent compte, en fait. Et est-ce que tu le sens, toi, qui suis Boston depuis des années, qui a suivi toute la saison régulière, cette saison régulière incroyable avec le meilleur bilan de la ligue et de loin, est-ce que tu les sens capables, au-delà de cette série contre Miami, on en a parlé, on a donné nos avis, mais plus globalement de ce que tu as vu de ces trois premiers matchs, euh, tu vois, tu as vu les matchs, tu as vu les déclarations, est-ce que toi, à l'heure actuelle, tu te sens davantage confiant ou davantage en retrait ou tu es toujours, bon, bah, on attend de voir parce que l'adversaire est peut-être pas le révélateur qu'il nous faut? Non, je suis assez confiant parce que, malgré nos manques d'envie par certains moments sur certains matchs, Mmh. on a toujours su réagir. C'est-à-dire qu'on est mené 3-0, on revient à 3-3. Enfin, tu vois, dès qu'on est dos au mur, contre Philadelphie, pareil, quoi. Heu, on est mené, mais on vient, enfin, tu vois? Bon, à part la finale de 2022 où Ouais. on s'est fait blow-out par les Warriors, mais sinon, à chaque fois, on a réussi à revenir, même si on n'a pas forcément gagné à la fin, mais voilà, il y a eu des réactions, il y a eu, enfin, voilà. Donc les joueurs ont cette intelligence et cette hargne en eux, mais il faut vraiment qu'ils soient, dos au mur ou la tête dans le caca. Enfin, tu vois, il faut vraiment que ça soit dur, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est, en tant que fan, qui est pénible, mais c'est ce qui fait tout le charme de la NBA aussi, quoi, tu vois? Oui, 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 évidemment. Hem, D'autres points que tu souhaites aborder sur cette série, d'un côté comme de l'autre ou pas nécessairement? Bah, j'ai bien aimé, voir plein de verres à Boston, dans le public. À J'aime Miami, tu veux dire À peut-être? Miami, ouais, pardon. Ouais, ouais. J'aime bien, les Let's Go Celtics, qui sortent des gradins. Heu,
j'aimerais bien, que le public du TD Garden soit un peu plus chaud aussi. OK. Quand je vois des matchs de Oklahoma ou d'autres franchises où le public est incandescent de 30 minutes avant le match jusqu'à la fin, Mmh. j'aimerais bien que le TD Garden, n'attende pas les finales, enfin, tu vois? En se Bah, disant: c'est «Oh, ouais, c'est peut-être heu» ça, en fait. Ça revient bah, à ouais, ce mais il y a un côté, moment, enfin, tu vois, la preuve, tout le monde sait, voilà, et gros rappel, le game 2 quoi, voilà, voilà. Si les joueurs mettent pas l'intensité, si le public n'est pas là à 200 derrière pour les soutenir, bah, mmh. voilà ce qui se passe au game 2 quoi. Donc restez concentrés, les fans qui ont la chance d'être au TD Garden, parce que ça reste une chance unique, n'oubliez pas. Faites pas vos gens rassasiés quoi, ça reste les playoffs, c'est des moments uniques et il faut tout donner à chaque fois, quoi. Non, c'est clair. Donc, bah, de toute façon, la suite de la série, donc là, le match 4 aura eu lieu donc dans la nuit de lundi à mardi, donc vous aurez le résultat, vous qui nous écoutez là, en ce mardi matin. Est-ce que Miami refait encore l'exploit et revient à 2 partout? Est-ce que Boston fait le break avant de retourner à la maison? Donc, tout l'intérêt de cette série du premier tour entre le Heat et les Celtics. On va enchaîner, Cédric? Ouais, juste, Vas-y, bien sûr. en fonction du déroulement de la série et des victoires mais si ça va, ça se prolonge, Oui. tous les matchs sont programmés jusqu'à dimanche. C'est-à-dire D'accord. que là, il va y avoir un enchaînement de matchs. Pour Boston, s'ils veulent aller loin en play-off, il va falloir qu'ils gagnent vite Ouais. pour avoir un peu de temps de récupération derrière pour penser au tour d'après, quoi. C'est ça, parce que du coup, bah, en plus, ça tombe bien, magnifique passe décisive que tu me fais, vu qu'on va parler de la série qui pourrait arriver dans le deuxième tour. L'adversaire, en fait, de Boston ou de Miami, ce sera donc soit le Magic d'Orlando, soit les Cavaliers de Cleveland. On va parler un petit peu de cette série du premier tour. Il y a deux partout entre Cavs et Magic, avec chaque équipe qui gagne à la maison. Cleveland qui avait démarré à 2-0 là, arrivé en Floride et 2-0 pour Orlando, avec Cleveland quand même qui a pris des bonnes pilules dans les deux derniers matchs. Quand on regarde un peu les scores, 83-121 lors du match 3, celui-là il fait quand même particulièrement mal. Cleveland l'avait vite lâché, et 89-112 dans le dernier match et la dernière victoire donc d'Orlando qui est sur cette belle dynamique de deux victoires consécutives. De ce que tu as vu, de ce que tu as pu lire, observer, Cédric, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de cette confrontation entre Ah, Magic et Cavs? c'est une série qui fait mal à regarder parce que, la réussite n'est pas là, les pertes de balles sont nombreuses et des 2 côtés, tu vois? Mmh. C'est vraiment un truc, même le grand Rex a failli s'endormir sur le premier match. C'était pas du beau basket, quoi, c'est OK. pas mais voilà, c'est la conférence Est. Chaque point compte, chaque possession est cruciale, les lancers francs prennent leur importance et hem et on pensait après 2 matchs que Cleveland allait, passer tranquillement le Magic, mais c'était sans oublier, que le Magic a aussi des armes, comme on a pu le dire dans la preview, qu'on a pu enregistrer, le Magic a de quoi répondre et le Magic a répondu et sur le dernier match, Cleveland menait de 9 points à la mi-temps et Cleveland a fait un troisième quart-temps fantomatique Oui. et ils se sont pris 30 points dans la vue. Enfin, Il y a eu 37-10 dans le troisième quart-temps, pour Orlando, ouais. c'était un massacre et là, j'ai revu, en fait, le Jarrett Allen face aux Knicks. Tu vois? Le regard qui est un peu baissé, dire, Mmh. tu vois? «Oh, ils sont trop forts». J'en ai revu le Donovan Mitchell qui joue tout seul. On a revu les mots de Cleveland et alors pour moi, Cleveland a quand même les armes et le talent pour passer ce tour, OK. mais attention, quoi, il y a une fragilité, mentale, je trouve, dans cette équipe et malheureusement pour eux, le coach ne les aide pas. Le coach il regarde les oiseaux dans la salle. Voilà, il prend pas il voit que son équipe est en train de se prendre un run, il prend pas de temps mort, il y a aucune réaction, il y a enfin voilà, donc en même temps, ils ont le talent pour passer, mais s'ils passent, bah, ils vont encore avoir le même coach l'année prochaine puisqu'il aura passé un tour de play-off, donc Mmh. pourquoi le virer? Donc limite, ça a deman à souhaiter à Cleveland qu'ils se fassent éliminer là et qu'au moins ils aient une bonne raison de virer leur coach et qu'ils puissent repartir, sur de bonnes bases parce que je vois pas où ils peuvent aller, avec cet effectif-là et ce coach-là, en l'état Oui, là, oui. je les vois pas aller loin parce qu'on les sent friables quoi, en fait, quoi. Oui, c'est difficile d'être, ambitieux lorsque tu montres de telles,
errements, j'allais dire, ou quand tu as les fantômes du passé un petit peu qui reviennent, comme tu en as parlé autour d'Allen, de Mitchell, de Garland. C'est vrai que quand on regarde ce match 4, bon, les stats sont pas folles, hein. Tu vois, un Donovan Mitchell, un Darius Garland, les deux sont cumulés à 32 points. 32 points pour la base arrière de Cleveland dans un match de playoff. Quant à ces deux joueurs-là, c'est amplement insuffisant et tu peux pas espérer grand-chose. Et c'est vrai Je que crois que Garland, sans dire de bêtises, il a 12 points de moyenne sur les 4 premiers matchs, quoi. ouais, j'ai pas les chiffres dans Ouais. le détail, mais c'est vrai que ça peut être intéressant à les regarder. En tout cas, c'est vrai que à l'issue des 2 premiers matchs qui avaient eu lieu à Cleveland, on pouvait se poser des questions un petit peu. Orlando, on pouvait presque la qualifier un peu, tu sais, l'équipe un peu décevante de ce début de playoff où tu te dis, bon, est-ce que la marche n'est pas un peu grande? Ils ont fait une belle saison régulière, ils ont été dans 4, 5, 6e place, tout ça, ils ont montré des belles choses, on les attendait peut-être pas aussi bien placés, tu vois, on les voyait playoff, mais voilà. Et tu te dis, bon, voilà, tu arrives en playoff, les 2 premiers matchs compliqués. Et comme tu l'as dit, il y a des ressources, il y a du potentiel, il y a des joueurs intéressants. Tu parlais des salles, tu parlais des arènes où il y avait de l'ambiance. Et à Orlando, il y a aussi il y a une vraie adrénaline. Tu vois que le public a faim de victoire, a envie de voir son équipe réussir en playoff. Parce que c'est vrai que le parcours du Magic en playoff ces dernières années, bah, ça n'a jamais dépassé le premier tour, tu vois. Euh, donc on sent qu'il y a une vraie envie de faire plaisir au public et une vraie envie du public de donner ce qu'ils peuvent aussi à leurs joueurs. Et ça peut faire aussi la différence de temps en temps. Je ne te dis pas que c'est la recette à chaque fois, mais ça peut permettre aussi à une équipe qui a peut-être été un petit peu en difficulté dans les matchs à l'extérieur de revenir à la maison et d'avoir ce petit supplément d'âme qui va te permettre d'aller faire les efforts un peu plus importants. Tu vois. Non, puis il y a un coach qui a fini sur le podium Ouais, Jamal Mosley, ouais. donc c'est pas rien, ça, tu vois? Et il a fait les ajustements. Il a commencé les 2 premiers matchs avec, oh putain, Jonathan Isaac, Ouais, ok. en pivot et là maintenant il a remis Wendell Carter, en pivot parce que Jonathan Isaac est plus un 4 qu'un 5 quoi et face à Jarrett Allen, il s'est fait manger, quoi. Donc il a su réagir, il a essayé autre chose et force à lui, enfin, tu vois? Ça a été payant, quoi, parce que du coup, ils reviennent dans la série et là, à 2-2, c'est vraiment ouais, la série va se jouer en 3 matchs. C'est ça. C'est, Meilleur des trois. c'est court et va pas falloir la moindre erreur va être fatale pour l'une ou l'autre, quoi, en fait, C'est quoi. ça, avec 2 matchs, alors potentiellement 2 matchs à Cleveland, hein, si on va vraiment au bout du chemin. Mais en tout cas, le prochain qui aura lieu, Cleveland, juste pour confirmer, pour autour de Garland, je regardais pendant que tu étais en train de parler, Cédric. Donc les 4 matchs de Garland, c'est dans l'ordre chronologique des matchs, 14 points, 15 points, 5 points, 14 points. Donc on est même en dessous des 14 de moyenne, vu qu'il y a du coup le 5 points du match 3 qui Ouais. fait plomber. Mais des performances qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un tel Ah joueur. non, il a beaucoup plus de talent que ça, enfin, il y a quelque chose qui va pas de toute façon. Garland de Donovan, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est vrai que pour l'instant, ce premier tour des playoffs Le bon confirme. run des Cavs, c'est quand Donovan est meneur et que Garland est blessé ou que enfin, tu vois? Ou que Donovan il joue pas et que Garland Ouais, joue voilà. et L'association, elle pose il y a question. quelque chose, ouais, qui cloche, ouais. Mais on va voir ce que va donner la suite de la série, évidemment, comme tu l'as dit, en potentiellement 3 matchs maintenant, en minimum 2. Mais voilà, les doutes autour du staff et autour des joueurs vedettes de cette équipe de Cleveland sont pas totalement effacés, loin de là. Ils peuvent très, très vite revenir, en tout cas. Et pour Orlando, bah, il y a un vrai coup à faire. Tu vois, tu sais que tu as au moins un match encore chez toi. Voilà, tu sais que tu as remporté les 2 matchs quand ça se passait en Floride, donc tu peux te dire: «Voilà, on va continuer» et face à une équipe de Cleveland que tu as quand même bien dominé lors des 2 derniers matchs, comme je disais tout à l'heure, tu es sur une bonne dynamique positive, tu vois? Ouais, Pourquoi pas te dire: «Bah, allez, un coup de dé, on va prendre le match à Cleveland», tu vois? Et on finit à la maison. C'est totalement envisageable pour Orlando et c'est, ouais, voilà, ça peut être une vraie possibilité, tu vois? tout à fait, ouais. C'est clair que là, le Magic a un bon coup à jouer et Cleveland va vite falloir se réveiller. Ben c'est ça, en fait, il faut vraiment on est dans cette, situation où on se dit: «Voilà, Orlando qui est l'équipe, potentiellement upset, c'est elle qui a le bon coup à faire» et on a plus de crainte pour Cleveland alors que
normalement, on devrait avoir plus de certitude autour de Cleveland, tu vois? C'est ça. Donc en tout cas, on va voir ce que va donner la suite, de cette série. Mardi à mercredi, le prochain match, donc à Cleveland, match 5. On sait que ces matchs-là, ces matchs impairs, ont toujours beaucoup d'importance. Match 3, match 5, match 1 aussi évidemment, mais voilà, le 3 et le 5 et le 7 quand il y en a bien entendu, Ouais, mais ça fait on basculer les séries souvent, hein. Surtout on le est 5, quoi. c'est ça. Surtout le 5 quand, oui, bah, oui, dans tous les cas, même que ce soit à 3 ou à 2-2, le match 5 est capital donc très intéressant de suivre la suite de cette série. On continue un petit peu dans la conférence Est, Cédric? Il y a une petite série, qui sent la poudre, non? Et ouais, exactement, on va Hein? pouvoir prendre le temps d'en parler. On basculera à l'Ouest, promis, pour la dernière série tous ensemble. Là, on va s'arrêter du côté de New York ou de Philadelphie, hein, peu importe, là où vous vous trouvez. Le thriller qui se poursuit Oh, entre ces deux équipes-là. Match, il y a 3-1. 3-1 pour New York dans la série. Le match 4 a eu lieu, donc c'était dimanche 19h, quelque chose comme ça, pour nous Français, avec un match encore une fois incroyable. Moi, j'ai plein de choses à dire sur cette série, mais je vais d'abord te laisser la main, Cédric, parce que moi, j'en avais un petit peu parlé déjà avec Yannick la semaine dernière, mais on t'a pas entendu sur la dynamique, sur ce que tu as pu voir de la série. Voilà, 3-1, New York a fait le break. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ce que tu as vu là? bah, c'est une série où ça se bataille. On va pas revenir sur les mauvais gestes, tout ça, enfin, Ah bah moi je vais y revenir, je te dis. tu vas y revenir? On peut y revenir sur les mauvais gestes? Bon, je vais te laisser le truc alors du coup. Heu, mais moi ce que je remarque surtout, c'est que Philadelphie est là, Philadelphie domine les 3 premiers quart-temps Mmh. et à la fin, c'est New York qui gagne. On l'a vu au match 1, on l'a vu au match 2 et on l'a vu au match 4, quoi. Hem, New York a un cœur et une intensité, une dureté, comme ça ce qu'on reprochait à Boston. Mmh. Mais ça fait trop plaisir de revoir New York, parce que c'est quand même une équipe qui est, historiquement, nous a habitués à ce genre de basket, quoi, et ça fait plaisir de revoir New York à ce niveau-là, quoi, et face à Philadelphie, en plus, c'est un derby, quoi. On se rend pas peut-être pas bien compte en France, mais c'est vraiment un derby de la côte Est, quoi, donc c'est terrible. Moi, j'attends le match 5 avec impatience, le retour de Joel Embiid au Madison Square Garden après tous les mauvais gestes qu'il a pu faire dans le match 3. Joël, j'espère que tu es fort parce que là, ça va y avoir du sang, là, ça va être dur, hein. Bah, on a vu, là dernièrement donc, à l'issue du match 4 donc remporté à Philadelphie, des il y avait une horde de fans new-yorkais dans la salle et dans les travées, dans les couloirs pour accéder à la salle. Je pense que tu as dû voir les images, Cédric, vous avez dû Bah, aussi vous les voir. je je C'était incroyable. Joël se fait siffler quand il tire ses lancers francs à Philadelphie, quoi, quand même, quoi, Ah oui, oui, et il oui, se oui, fait oui. pas siffler par son public, hein. Il se fait siffler par les fans de New York, quoi. Ils sont tous descendus, quoi. Ils ont fait: «Vas-y, C'est on va les remettre, on va expliquer à Joël c'est quoi New York en fait». c'est Non, ça. là en fait, il a réveillé sur le match 3, il a réveillé tous les New-Yorkais, quoi, et je sais pas si c'était le meilleur choix, pour faire basculer la série en sa faveur, quoi. C'est ça, parce que du coup, on va revenir un petit peu là sur les 2 matchs qui ont eu lieu donc à Philadelphie. Ce match 3 donc avec la victoire, première victoire et seule victoire pour l'instant de cette équipe des Sixers, 125-114, donc sur un plus gros scoring quand même que les matchs d'avant. La performance énorme, gargantuesque de Joel Embiid sur, d'un point de vue sportif, hein, 50 points. Maxi qui est pas en reste, hein, qui en met 25 aussi. Donc déjà, tu as 75 points des 2 joueurs stars, ça aide bien, mais Embiid qui était vraiment impressionnant. Un Embiid, alors bon, 50 points, on sait très bien qu'il va pas les mettre tous les jours, mais on attend de Joel Embiid, d'un point de vue sportif, des performances comme ça sur une série contre New York, du 30, du 35, du 40. Alors 50 points, c'est là, tu passes un step, évidemment. Mais voilà, un vrai Embiid insolent, avec des Sixers qui avaient une adresse ouais, qui était insolente aussi. Je crois que c'était dans le troisième quart-temps qu'ils ont largement dominé. C'était 43-27. Euh, un Brunson qui était là. Brunson qui avait eu du mal dans les 2 premiers matchs à New York, malgré les succès des Knicks. Manque d'adresse Ouais. pour le leader de cette équipe de New York. Là, il est impactant sur ce match 3. Il plante 39 points. Mais bon, victoire des Sixers.
qui fait plaisir aux fans évidemment. Mais c'est vrai qu'au-delà de la performance des 50 points de Joel Embiid, c'est les gestes, les mauvais gestes de la part du pivot des Sixers qui ont vraiment été dommageables. Et avant de commencer ma petite litanie autour de ça, personnellement, on en a un petit peu parlé en France, sur les réseaux, sur différents médias, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une sorte de comment dire ça, bon, OK, Joel Embiid, il a fait des mauvais gestes, c'est pas bien tout ça, mais bon, c'est Joel Embiid, presque on va pas lui pardonner, mais on va lui mettre des circonstances atténuantes parce que c'est Embiid, parce que c'est toujours le drama autour des Sixers, parce que, Parce presque qu'il en est blessé, parce qu'il a mal au genou, parce qu'il a une paralysie faciale, parce qu'il se prend beaucoup de coups, le pauvre petit. C'est vrai que c'est le seul en NBA qui se prend des coups quand on joue dans la raquette, quoi. Ouais, ouais, toutes les excuses de Joel Embiid. et moi j'ai trouvé ça assez limite en fait, alors il y a toujours, des gens qui sont dans l'excès évidemment ou voilà, mais quand on prend les faits vraiment, qui ont eu lieu, vous pouvez revoir les images. On est maintenant dans un monde où on voit tous les angles possibles, inimaginables. Et les gestes de Joel Embiid, en particulier envers Mitchell Robinson, qui n'a pas été présent sur le match 4. Et il n'a pas été présent sur le match 4 par rapport aux gestes de Joel Embiid. Et qui Et a joué 11 minutes sur le match 3. c'est ça. Et moi, je trouve que c'est extrêmement grave ce qu'a fait Joel Embiid. N'importe quel autre joueur NBA, 95% des joueurs NBA auraient été exclus par le corps arbitral. Ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu non plus de sanctions de la part de la NBA suite au match. On sait que la NBA Il y a eu aussi, aucune déclaration? il n'y a On rien en eu. a pas parlé, comme s'il ne s'était rien passé, en fait, quoi. Et je trouve ça vraiment, bah, ouais, à la limite du scandale, en fait. Tu peux être une superstar, tu peux être tout ce que tu veux. Il y a un comportement à avoir sur le terrain, tu as une image à donner pour des millions de jeunes, pour des millions de gens qui t'observent. Tu es dans un sport professionnel, tu es un athlète professionnel. OK, tu as tous les dramas que tu veux, tu peux avoir tous les problèmes de santé que tu veux et on lui souhaite que tu un bon rétablissement évidemment, mais tu ne peux pas avoir ce genre de geste-là, ce genre de geste-là. Et quand j'entends des gens qui disent: «Oui, mais on est tout le temps en train de dire que la NBA est trop soft, qu'il y a plus, ce côté fight». Moi, je veux bien qu'il y ait du fight, je veux bien que les arbitres sifflent moins, mais dans la limite des règles du sport, tu vois? Et là, on a dépassé les règles du sport et moi, je Mais trouve que Joel Embiid aurait dû être expulsé ou sanctionné suite à ces agissements du match 3. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est des gestes à la Draymond Green, en fait. C'est pas des Mmh. gestes, c'est pas de l'intensité basketballistique digne d'une série de playoffs comme on a pu voir. C'est pas des gestes, je te regarde dans les yeux et je te rentre dedans, ou tu vois, où on se bataille au rebond, on se chamaille. Enfin, tu vois, non, là, Mmh. je fais exprès d'attraper la cheville du joueur alors que je suis au sol, que le joueur ne me voit pas parce qu'il est lui concentré sur le rebond, que je sais Mmh. qu'il a une fragilité à la cheville. Enfin, tu vois, j'appuie là où je sais qu'il a mal parce que c'est mon adversaire direct et que du coup, bah, ça va me permettre de mieux jouer. C'est le coup de fesse sur Anunoby, un écran où Embiid fait 3 pas en arrière, le cul en arrière, et il empale Anunoby d'une force. C'est un coup de genou il fonce dans Hartenstein, genou en avant, et après il dit oh bah il y a pas faute. Et le pire de tout ça, parce qu'après, tu vois, il y a des Draymond Green, il y a déjà eu des Bad Boys, enfin, il y a déjà eu des joueurs comme ça sur le Mmh. terrain. Mais moi, ce que je trouve le pire, c'est que Joel Embiid est une des personnes qui se plaint le plus auprès des arbitres sur le moindre geste des Mmh. adversaires. C'est le joueur qui se jette au sol le plus facilement alors que personne l'a touché. Enfin, donc, c'est la plus grande des pleureuses et c'est lui qui vient faire le mal, en fait. Tu vois, en même temps, tu te plains, tu veux des fautes, mais en même temps, tu fais des sales coups. Enfin, Mmh. c'est complètement, enfin, ce match 3 là, et je l'ai jamais vu comme ça, en fait. Moi, je sais pas quel produit il prend, et j'aimerais bien qu'on ait un contrôle antidopage sur Joel Embiid, sur ce match 3, parce que, à mon avis, il était pas dans son état normal, le gars. Il était, enfin, il y a quelque chose qui allait pas. J'ai pas reconnu le joueur, en fait. Il était agressif, il était vilain, en fait. Tu vois? C'est Ouais. même pas agressif, c'était vilain, quoi. Et il a ja enfin, j'avais jamais vu à ce point-là, quoi, en fait. Mais
Voilà, on va fermer la parenthèse Embiid, mais voilà. Moi, je trouve, j'ai de plus en plus de mal avec le personnage, avec l'individu, même si évidemment on le connaît pas personnellement, et on voit tout ça par le prisme de ce qu'on peut lire, des renseignements qu'on peut avoir à droite à gauche, des déclarations évidemment, mais le casier commence à être de plus en plus lourd, et, euh, et je pense que il ne fait pas nécessairement beaucoup de bien à la franchise dans laquelle il est, tu vois, malgré toute l'histoire qu'il a autour, le process, tout ce que vous voulez. Je suis pas sûr. On reviendra en arrière dans quelques années, quand Joel Embiid aura terminé sa carrière avec Philadelphie. S'il la termine avec, on verra s'il y a un titre ou pas. En tout cas, ça semble pas prendre le chemin encore cette année. Je serais très curieux de connaître le ressenti d'ici quelques temps vraiment des fans pur jus de Philadelphie autour du cas Joel Embiid dans la globalité. Et je dis bien Bah, je dans la globalité. Je ne m'arrête pas à un événement sur un match de playoff, sur la globalité depuis qu'il est là-bas. Je me pose des questions. je trouve en plus, c'est vraiment c'est un gros gâchis parce que c'est un joueur talentueux, unique. Enfin, tu vois, voilà, Oui, mais ça ne. Ça il ne, était ça ne... MVP, enfin, il a le niveau. Enfin, tu vois, quand il joue au basket, Mhm. il est extraordinaire. Mais Ça c'est perd. dommage, en fait, tu vois. Là, le match 4, il, il met un shoot en quatrième carton. Bah, c'est même pas ça, parce que Il du coup, tente très un bien. shoot, il Ouais, met non, 0 point, quoi. un Enfin, point, un seul point dans le quatrième carton sur lancer franc. ouais. C'est Donc, ça, c'est. même pas, il met d'habitude, il nous aurait mis 5, 6, 7 lancers francs sur un carton, quoi, tu vois. Mhm. Mais là, même pas, quoi. Et la dernière action, enfin, une des dernières phases où ils sont un petit peu de retard, ils ont qu'un point de retard, il resterait peu de temps. Et Joel Embiid, en général, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un 3 points. On est d'accord. Enfin, tu vois, on l'a vu toute la série, il est souvent resté derrière la ligne à 3 points, il a très peu pénétré, quoi. Et là, sur cette action, tu sais pas pourquoi, il pénètre dans la raquette, il va s'empaler sur d'autres joueurs, et ce qui fait que bah, personne peut lui donner la balle, puisqu'il est entouré de 3 New-Yorkais, quoi. Mhm. Et qu'il se passe rien, en fait, du coup, quoi. Il y, Enfin, a il y a une action aussi où il a un shoot dans la raquette où il est tout seul. il est tout seul, ouais. Il peut aller le prendre, mais non, au dernier moment, il décide de pénétrer à l'intérieur. Il va tenter un panier. Il va à- chercher les lancers francs. c'est ça. Mais en fait, non, le panier, alors il y a un manque de réussite où le ballon tourne un petit peu autour du cercle, mais comme tu dis, il y a des bras new-yorkais de partout. Et du coup, tu vas t'empaler contre ça alors que tu avais un petit shoot à la Embiid qui rentre 7 fois sur 10, tu vois. Donc ça reste un tir à haut pourcentage pour lui et il l'a pas pris. Bon. Et sans oublier la moisson des New-Yorkais au rebond, et surtout les rebonds offensifs. Mm, C'est-à-dire que Embiid est d'une passivité au rebond légendaire sur ce 4e match, quoi. Josh Hart prend 17 ou 18 rebonds, Anunoby en prend 14. Enfin, au secours, quoi. On a un des plus grands big men actuels de la ligue qui est là sur le terrain, quoi. Et même pas, il protège son arceau, et que ça soit lui ou quelqu'un de son équipe qui prenne le rebond après, en fonction de là où ouais. rebondit le ballon, d'accord, quoi. Mais tu laisses pas l'adversaire comme ça arriver et prendre les rebonds offensifs sous ton nez, quoi. Parce que New Oui. York l'adresse à 3 points et des deux côtés est pas terrible. Non. Donc les rebonds ont eu leur importance phénoménale, quoi. Et c'est ce qui a fait basculer la rencontre pour moi. C'est ça, donc avec ce match 4, donc vraiment, vraiment, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir parce que vous étiez sur d'autres préoccupations le dimanche soir, allez vous faire un replay, allez vous faire des highlights, mais sur vraiment des highlights d'une longue durée parce que c'était vraiment un match extrêmement intéressant, beaucoup d'égalité, beaucoup de changements de leader aussi dans le match. Euh, un Jalen Brunson fantastique, 47 On n'a même points, pas parlé de Jalen Brunson, ouais. bah, c'est ça, 47 Monstrueux, quoi. points, 10 passes, une seule perte de balle. J'aime beaucoup aller regarder ces stats-là parce qu'il y a des joueurs qui vont te planter beaucoup de points, mais qui vont perdre aussi beaucoup de ballons. Et du coup, tu peux réajuster un petit peu le ratio passe décisive, perte de balle. Là, tu as 10 passes décisives, une perte de balle. Pour un mec comme Brunson qui tient le ballon, qui a joué 43 minutes exactement, et 32 secondes exactement. Anunoby, on a un petit peu parlé, qui était très bon, qui a été fort en défense, avec donc l'absence de Robinson, on en a suffisamment parlé. Hartenstein qui a été aussi très vite handicapé, je crois qu'il commet toutes ses fautes ou quasiment l'intégralité de ses fautes dans le troisième quart-temps. Ouais, ouais. Et du coup, qui est benché et pourtant New York évidemment New York a continué n'a rien lâché
Et voilà, tu as encore un McBride là, qui plante 13 points en sortie de banc. Des paniers de DiVincenzo qui font toujours du bien. Tu vois, il n'a marqué que 8 points. Et le pourcentage n'est pas très joli, 3 sur 11, 2 sur 7 longue distance. Mais quand il les plante, eh ben, ça fait toujours du bien, tu vois. Tu as toujours des joueurs où leurs paniers vont être sur des moments clés ou sur des moments un petit peu bascule. C'est typiquement ce genre de joueur-là. Et voilà, une victoire encore des New-Yorkais. Et je rejoins sur ce que tu disais en introduction, Cédric. Toute l'énergie qu'ils donnent, cette rage qu'ils ont en permanence, ils lâchent jamais rien. Ils Il sont lâche rien. moi, c'est l'équipe qui m'impressionne le plus pour l'instant sur l'intégralité de ce qu'on peut voir. Quand tu prends la globalité des choses, après, tu peux parler de Denver, machin, tout ce que tu veux, mais de Minnesota aussi. Mais je trouve que cette équipe de New York, c'est pour l'instant une sorte de coup de cœur dans ce premier tour. Et comme tu disais, chaque match est immanquable. Et le prochain match à New York, il va y avoir une bronca, comme je pense rarement les plus gros fans des Knicks ont vu Ouais, depuis des années et des années. si vous avez jamais vu New York dans les années 90, suivez ce match 5. Vous allez voir c'est quoi le Madison Square Garden en feu et en colère quand ils ont un joueur en plus qui ciblait. Le dernier en date, c'était Trae Young. Oui. Je vais vous dire, ça va être du pipi de chat à côté de ce qui attend Joel Ah, Embiid sur ce match 5, parce que c'est un match qualificatif en plus. Ils sont c'est chez ça. eux et ils peuvent plier la série, quoi. Donc, et derrière, vu ce qui se passe à Milwaukee, enfin, je voudrais pas faire offense à Indiana, mais voilà, je pense que là, enfin, on en reparlera de la série, si on verra, mais voilà, ils ont un chemin pour la finale de conférence, quoi, New York, vraiment, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que toute la storyline qui arrive autour de ce match 5 est quand même assez dingue dans la nuit de mardi à mercredi. Donc en plus, il y a le 1er mai, mercredi. Donc Vous avez aucune excuse de rater voilà, ce match. S'il y a c'est un ça. match de la semaine que vous devez regarder, regardez ce match. Franchement, ça sent la poudre à plein nez et il va y avoir du drama, il va y avoir des rebondissements, enfin, il va y avoir tous les ingrédients magnifiques, un public en transe, une salle légendaire. Waouh, ça va être terrible. C'est ça. Donc 1 heure du matin en direct du Madison Square Garden, ce match entre New York et Philadelphie qui va être encore une fois explosif. Et je sais pas ce que t'en penses toi, juste avant de terminer sur la dernière série, mais c'est quand même, pour moi, c'est la série du premier tour la plus captivante. Ouais, carrément, ouais. Alors, il y a une autre série qui est aussi intéressante et qui est très serrée à d'autres égards, et c'est celle dont on va parler pour clôturer cette émission, Cédric. On va basculer à l'ouest, on va faire un petit aller-retour entre le Texas et la Californie. Clippers Mavericks, de partout dans la série. Série à rebondissement, on l'a vu lors du dernier match là, qui avait lieu à Dallas. Match qui avait lieu dimanche à 21h30. Dallas Quel match, qui était mené de 31 points, quel si je ne match, m'abuse. mais quel match, mais c'était la folie ce match. Ouais, ouais, Dallas qui a été jusqu'à ils ont raté complètement leur début de L'entame, ouais. match. Ils se sont pris une sauce. Les Clippers, sans Kawhi, quand Encore même. une fois. Ouais, et du coup, il y a beaucoup de gens qui disent que, bah, en fait, Kawhi est pas au niveau et que quand il est là, vaut mieux pas qu'il soit là, en fait. Bah, je te coupe. Kawhi absent match 1, victoire des Clippers, pardon. Lapsus. Oh Eh là, oui, attention, pardon. ah, On ne attention, ah. parlera pas de la série Denver Lakers. Kawhi absent au match 1, victoire des Clippers. Kawhi absent au match 4, victoire des Clippers. Kawhi présent au match 2, match 3, défaite des Clippers. Ouais. Je pense qu'il a vraiment des problèmes et qu'il est pas à 100 et que du coup, quand il est là, il pénalise son équipe parce que quand il est là, on n'a pas revu le Kawhi, qu'on aime tant et c'est bien dommage, hein, pour nous, fans, mais voilà, c'est un fait. Mais voilà, les Clippers ont encore des armes et moi, ce qui m'a surpris le plus sur ce dernier match-là, c'est que alors ils mettent une rouste en première mi-temps à Dallas, mais Dallas revient Oui. dans le match et Dallas arrive même à prendre l'avantage et malgré tout et c'est là où les Clippers m'ont le plus surpris, en fait, c'est que les Clippers n'ont pas craqué. Les Clippers, à chaque fois, ont remis une petite avance et ils ont maintenu le match comme ça avec un James Harden, mais rajeuni. J'ai l'impression de revoir le James Harden de Houston, quoi.
D'un coup, tu le voyais tout mince, tout adroit, tout pénétration, il fait les bons choix. Enfin voilà, le grand James Harden tel que qu'on a aimé Mmh. et et voilà, ça fait plaisir de voir les Clippers ne pas choquer, en fait. Parce que dans les années passées quand même, c'était quand même une équipe qui avait l'habitude de choquer. Donc non, c'est très, très bien, pour la série, pour nous les fans. Il y a 2-2, Oui, le suspense est entier. Parce que de l'autre côté, ils sont capables aussi, c'est ça. de remettre un blowout, aux Clippers. Pour moi, c'est vraiment une série de blowouts. Chaque match, il y a eu des blowouts, en fait et c'est enfin voilà, c'est les 2 ont du talent hein, et les 2 sont capables de prendre feu, en fait et c'est ça qui est incroyable, quoi. Bah, on se souvient du match 1 qui avait eu lieu aussi un dimanche à 21h30 si je ne m'abuse, où Dallas était totalement passé en travers de son match et les Clippers avaient pris ce match 1. Et c'est vrai que hier soir pardon pour nous donc mais pour vous dimanche soir, lorsqu'on était devant le match, j'ai mis ça sur notre groupe Discord, dit: «Bon, il y avait le -31, tu les voyais revenir grignoter les Texans, allez -20, -15, -12, -8 et cetera. Tu les voyais revenir, égaliser, passer devant. Tu dis: «Mais voilà, les Clippers vont encore nous faire une classique dimanche 21h30». Ouais, Combien de fois, tu vois, les Clippers en régulière ou même en playoff, ils nous ont, montré des matchs, en fait, des matchs à plusieurs visages. Donc là, fort heureusement pour eux, la victoire fut là. Mais c'est vrai que, sur ce match 4 là, les stars étaient au rendez-vous. C'était vers là que je voulais t'emmener, Cédric. Alors, excepté Kawhi, mais tu en as parlé et voilà, on va pas nécessairement revenir dessus. Mais on attendait une série avec, il y a des séries comme ça et celle-là en fait partie où tu as des stars partout, tu vois? ouais, Paul ouais, George, James Harden, Kyrie Irving, Luka Doncic et donc dimanche pardon, dans ce match 4, les 4 stars étaient là, les dernières minutes ont été folles. Irving, c'est 40 points, Doncic un triple-double à quasi 30 points, Paul George 33 points, James Harden 33 points. Tu avais un côté, tu sais, alignement des planètes où les meilleurs joueurs de la série se sont rendus coup pour coup ouais, et là, en fait, toi, tu prends ton petit popcorn, ta petite glace et tu regardes, tu vois? c'est exactement ça, ouais et des tirs clutch et des voilà, des rebondissements, enfin des non, c'était, le scénario de ce match-là est vraiment incroyable. Mais même toute la série, en fait, du coup Oui, oui, bien sûr. et du coup, enfin, pour moi, ça va aller en 7 et c'est le enfin, je sais pas qui va gagner à la fin, en fait, mais ils nous auront offert un beau spectacle, hein, les 2 quand même, bravo. Mais c'est vrai que c'est typiquement la série alors sauf si peut-être si on est fan d'une franchise ou d'une autre, mais de l'une de ces franchises en tout cas, c'est voilà, typiquement le genre de confrontation où tu veux que ça aille au maximum, au bout du chemin, donc au match 7. Après tu sais jamais comment un game 7 peut se passer. On a des souvenirs de blowout absolus comme de matchs, horribles à regarder ou alors des pures merveilles. C'est vraiment presque tout ou rien en fait les matchs 7 en play-off, Cédric. Ouais, Mais tu envie de te dire, voilà, OK, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, le prochain match, bah, peut-être que Doncic, il va aller te faire un Doncic game complètement fou et ils pourront mettre tous les gens de la terre sur lui et il va planter des paniers, des paniers, des paniers, il va te faire un match dingue. Ou alors et le match d'après, ils vont retourner dans le Texas et là, tu vas peut-être avoir un Kawhi qui va revenir, tu vois? Et qui va aller te faire un Kawhi 2019, époque Toronto ou encore plus avant, époque Spurs. En vrai, c'est impossible, on en parlait pour une autre série un petit peu plus tôt, c'est impossible d'écrire la suite du scénario de cette série, tu vois? non, carrément, ouais. Alors qu'avant ce match 4 là, tout le monde voyait Dallas, gagner tranquillement à domicile, ils ont réussi à trouver les solutions, pour les Clippers et non, les Clippers ont fait très, très fort hier enfin dimanche, soir d'aller Mmh. gagner à l'extérieur, c'était impressionnant, ouais. Ah, c'était fondamental pour eux d'aller prendre un match, dans le Texas pour éviter de devoir jouer leur vie à domicile face à Luka et Kyrie. C'est ça. Là, maintenant, ils reviennent à domicile, sont à égalité, donc bah, faut en gagner 2. C'est ça, tu as l'avantage de jouer à la maison pour potentiellement 2 des 3 matchs si tu vas au bout donc on va voir, mais voilà, série extrêmement, intéressante à suivre. Match 5, va y avoir un petit delta, donc ça sera dans la nuit de mercredi à jeudi, du côté de la Californie pour ces 2 équipes. Donc une belle série encore à suivre et une belle semaine NBA. Voilà, on a fait 4 séries sur les 8. Comme tu l'as dit Cédric,
Les équipes qui sont déjà en vacances ou quasi en vacances. Ouais, proche d'être en vacances. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. On va prendre le temps aussi d'aborder ces équipes-là, telles que Minnesota, par exemple, telles que Phoenix en particulier. Mais en tout cas, il y a des séries qui continuent avec des enjeux partout, des séries à égalité, des séries où des breaks sont faits avec énormément d'adrénaline et une très belle semaine de playoff. Normalement, la dernière semaine de ce premier tour-là. Ouais, c'est ça, tout à On est fait. d'accord. On est d'accord. Donc profitez aussi parce qu'après, on sait que le rythme va diminuer des matchs. Oui, là, c'est encore le premier tour est terrible à suivre, mais après, on pourra se reposer un petit peu. C'est ça. Donc prenez quand même encore vos petits thermos de café pour cette semaine NBA qui vient, avec donc le match à New York, le match à Miami, le match à LA, le match à Cleveland et les autres séries évidemment qui vont se poursuivre toute la semaine. Merci Cédric pour ton retour et pour cet épisode ensemble. Bah, merci à toi. Écoute, c'est toujours un plaisir de venir discuter basket avec toi. Bon, plaisir partagé. On vous rappelle également qu'il y a un prochain podcast qui sort. Alors, exceptionnellement, il sera sorti jeudi matin avec Yannick et avec Axel. Donc, vous aurez le futur épisode un tout petit peu plus tôt dans votre semaine. Donc, nous, on se retrouve mardi prochain, pardon. Mardi prochain pour un nouvel épisode de N1 avec toi, Cédric, évidemment. Déjà hâte de pouvoir rediscuter ensemble de NBA. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez bien des matchs de basket de ce premier tour. Et on se retrouve très vite sur TF1. Allez, bonne journée à vous. Bye bye. Salut.